Bonjour la famille. Bienvenue sur Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons dans l'histoire. Les matins d'Elizabeth Parker commençaient par la prière. Le premier son auquel elle se fiait était le doux bruissement des pages de la Bible que son père lisait à voix haute, sa voix profonde emplissant leur modeste maison de chaleur. Leur petite ville anglaise se réveillait lentement, les lumières se glissant à travers les rideaux de dentelle, la bouilloire chantonnant sur le poêle, et le cri lointain des mouettes depuis la rivière au-delà des collines. Chaque aube, Elizabeth s'agenouillait au pied de son lit, les coudes enfoncés dans sa courte pointe en patchwork, les yeux fermés dans une conversation constante avec Dieu. « Bonjour, Seigneur. Merci de m'écouter », chuchotait-elle avant d'ouvrir son journal de prières usé. Le dos en était craquelé et les bords effilochés, mais elle le traitait comme un trésor, y consignant ses joies comme ses peurs. Pour elle, la foi n'était pas une chose que l'on exhibe. C'était l'air qu'elle respirait quand personne ne regardait. Le dimanche, elle s'asseyait à deux rangs du devant, prenant des notes sur le sermon du vicaire, comme si le ciel lui avait glissé la clé des réponses aux questions les plus difficiles de la vie. Les soirées étaient une autre forme de culte. Dans la cuisine faiblement éclairée, l'odeur du pain fraîchement cuit enveloppait la pièce comme une étreinte. Robert Parker, de la farine saupoudrant ses manches, pétrissait la pâte avec des mains expertes et souriait à sa fille. Le pain demande de la patience, Lizzie. Tout comme une vie qui vaut la peine d'être vécue, disait-il en lui tapotant le nez avec de la farine. Il parlait de tout, de la façon dont les étoiles semblaient plus brillantes en hiver, de la façon dont les gens confondaient souvent la gentillesse avec la faiblesse, et de la façon dont faire confiance à Dieu signifiait s'accrocher même quand le chemin n'avait aucun sens. Elizabeth chérissait ces moments, les conservant dans son cœur comme s'il s'agissait de pièces d'or dont elle pourrait avoir besoin un jour. Elle ne savait pas encore que la vie se préparait doucement à mettre à l'épreuve chaque mot qu'elle avait prié, chaque leçon que son père avait enseignée, et chaque once de foi qu'elle pensait posséder. Le vent ce soir-là avait un frisson particulier, mais à l'intérieur de la maison des Parker, la chaleur du foyer crépitant peignait les murs d'une douce lueur ambrée. Robert était assis dans son fauteuil préféré, une couverture de laine drapée sur ses genoux, tandis qu'Elizabeth était blottie sur le tapis à ses pieds, traçant le bord d'un vieux cadre photo. Il contenait une photo d'elle, bambine, perchée sur ses épaules, tous deux souriant à pleines dents sur fond de foire du village. « Lizzie, » dit Robert, sa voix calme mais ferme, « il viendra un jour où la vie essaiera de te briser, et ce jour-là, tu seras tenté de douter de tout ce en quoi tu crois. » Elle leva les yeux vers lui, perplexe. « Mais tu dois te souvenir que la foi n'est pas seulement pour les jours faciles. Elle est pour les moments où tout s'effondre. » Elle tendit la main et prit la sienne, un geste qui ressemblait à une promesse en soi. « Je m'en souviendrai, » dit-elle doucement. Il hocha la tête et sourit, bien qu'il y eût une ombre derrière ses yeux qu'elle ne comprenait pas encore. Plus tard dans la nuit, Robert sortit une petite boîte en bois de l'étagère supérieure de l'armoire. Il la posa sur ses genoux, et elle remarqua que ses doigts tremblaient alors qu'il la poussait vers elle. À l'intérieur se trouvait une montre à gousset ancienne, son boîtier en argent gravé d'initiales qu'elle ne reconnaissait pas, « Elle appartenait à ton grand-père », expliqua-t-il. « Ce n'est pas juste une montre. C'est un rappel que le temps est précieux. Ne le gaspille jamais dans la peur. » Elizabeth la retourna dans sa paume, sentant le poids du métal et de la signification. « Un jour, » continua-t-il, « tu auras peut-être l'impression d'être seul. Quand ce jour viendra, je veux que tu la tiennes et que tu te souviennes que Dieu et moi avons toujours cru en toi. » Elle ne le savait pas encore, mais ces mots deviendraient une bouée de sauvetage dans les années à venir, lui revenant en écho au moment même où elle en aurait le plus besoin. Le printemps arriva dans un lent déploiement, du genre qui peignait le jardin de fleurs avant même qu'Elizabeth ne se rende compte que l'hiver s'était éclipsé. Elle passait ses après-midi dans la cour, agenouillée dans la terre pour planter des soucis et des pois de senteur, fredonnant des hymnes que son père aimait siffloter en travaillant. La vie chez les Parker avait un rythme, les repas partagés à la petite table en bois, les soirées avec les fenêtres ouvertes pour laisser entrer le parfum du lilas, et des conversations qui serpentaient comme le ruisseau derrière leur maison. Robert rentrait souvent de la boutique avec des histoires sur les clients, certaines humoristiques, d'autres tristes, mais toujours racontées avec une douceur qui rappelait à Elizabeth qu'il y avait de la bonté dans le monde si l'on choisissait de la chercher. Elle aimait le fait qu'il n'avait pas besoin de grandes choses pour se sentir riche, le rire, le pain partagé et de simples rituels cousaient leur journée ensemble.
Un samedi, Robert rentra plus tôt que d'habitude, portant 2 cannes à pêche. Je me suis dit qu'on pourrait vivre une petite aventure, dit-il avec un grand sourire. Ils marchèrent jusqu'au lac, le soleil de l'après-midi vacillant à travers les arbres, et s'installèrent sur le vieux ponton en bois. Tu sais, commença Robert en ajustant sa ligne, les gens courent après beaucoup de choses dans la vie, l'argent, les louanges, le contrôle. Mais le vrai trésor, c'est de connaître la paix, même si l'on n'a pas grand-chose. Élisabeth sourit, ses orteils plongeant dans l'eau fraîche. Alors je pense que nous sommes déjà riches, répondit-elle. Il rit, le son se mêlant au clapotis tranquille de l'eau contre le ponton. La journée s'étira sans hâte, du genre qui se grave dans la mémoire sans effort. Il ne vint jamais à l'esprit d'Élisabeth qu'une telle paix pouvait être volée, que la joie pouvait être remplacée par quelque chose de froid et de tranchant. Pour l'instant, le monde semblait entier, et elle croyait qu'il le serait toujours. La première fois qu'Élisabeth rencontra Victoria, c'était un jeudi pluvieux. On frappa à la porte juste après le souper, et la voix de Robert retentit depuis le couloir. « Lizzie, viens rencontrer une de mes amies. » Elle s'essuya les mains sur son tablier et entra dans le salon pour trouver une grande femme dans un manteau taillé, ses cheveux blonds relevés en un chignon parfait. « Ce doit être Élisabeth, » dit Victoria, son sourire large mais étrangement figé, comme un cadre photo accroché légèrement de travers. Élisabeth lui serra poliment la main, mais quelque chose dans les yeux perçants de la femme la fit reculer très légèrement. Robert, cependant, semblait ravi, son bras autour de l'épaule de Victoria comme s'il formait déjà un couple établi. Au cours des semaines suivantes, Victoria devint une présence plus fréquente, se joignant à eux pour les dîners et s'asseyant à côté de Robert à l'église. Elle parlait d'une manière qui remplissait l'air, s'arrêtant rarement pour poser des questions, son rire juste un ton trop fort. Un soir, alors qu'Élisabeth débarrassait la table, elle entendit Victoria dire « C'est une silencieuse, n'est-ce pas ? Elle a besoin d'être façonnée. » Robert gloussa légèrement, ne saisissant pas le tranchant de son ton, mais Élisabeth le sentit comme une petite épine pressée sous sa peau. Plus tard dans la nuit, elle demanda à son père « Tu l'aimes bien ?» Il sourit faiblement. « Elle est différente, Lizzie. Laisse-lui du temps. » Élisabeth hocha la tête, bien qu'elle ne fût pas sûre que le temps ferait disparaître ce malaise. La pluie qui avait marqué l'arrivée de Victoria semblait persister dans l'air chaque fois qu'elle partait, comme si la maison elle-même savait qu'une tempête attendait juste au-delà de l'horizon. Le matin des funérailles se leva sous un ciel lourd de nuages immobiles, du genre qui pèse sur la terre comme le chagrin lui-même. Élisabeth se tenait devant le miroir, sa robe noire flottant sur sa petite silhouette, ses mains tâtonnant avec la seule broche en argent que son père lui avait offerte à Noël dernier. En bas, les murmures des invités emplissaient l'air, un bourdonnement de voix qui se fondait en un son sourd et interminable. Elle garda les yeux baissés en entrant dans le salon, craignant que croiser le regard de quiconque ne brise le peu de sang-froid qui lui restait. Victoria était déjà là, son voile noir tombant juste comme il fallait, saluant les gens avec une assurance qui semblait presque répétée. Quand Élisabeth s'approcha du cercueil, l'air sembla se raréfier. Elle posa sa main sur le bois poli, chuchotant pour que personne d'autre ne puisse l'entendre, « J'essaierai d'être courageuse, papa, comme tu me l'as appris. » Après la cérémonie, Élisabeth se tint silencieusement près du vieux chêne dans le cimetière, loin des condoléances et de la pitié à voix basse. Ses yeux la brûlaient, non pas de larmes, celle-ci s'était tarie aux premières heures du matin, mais de la douleur de savoir qu'il n'y aurait plus d'accueil chaleureux à la porte. Plus de petits rires étouffés depuis la cuisine. Plus de sagesse simple glissée dans une conversation. Victoria la trouva là, sa main gantée reposant légèrement sur l'épaule d'Élisabeth. « Nous allons surmonter ça, » dit-elle, les mots doux mais froids, ses yeux balayant la foule plutôt que de regarder Élisabeth. La jeune fille hocha la tête, trop lasse pour chercher la sincérité. Alors que la dernière pelletée de terre tombait, un vent traversa le cimetière, froid et brusque, comme pour lui rappeler que la chaleur qu'elle avait connue était maintenant un souvenir qu'elle devrait garder seule. Cela a commencé subtilement, un changement dans la façon dont Victoria s'adressait à elle, de petites corrections délivrées sur un ton qui suggérait qu'Élisabeth avait déjà échoué avant même d'avoir commencé. « Tiens-toi plus droite quand tu marches », disait-elle au petit déjeuner, ou « ne parle que si on t'adresse la parole quand il y a des invités ». En un mois, la subtilité avait disparu. Un emploi du temps imprimé apparut sur le réfrigérateur, dictant les corvées de l'aube jusqu'après le coucher du soleil. Balayer, polir l'argenterie, épousseter des pièces où elle n'avait jamais été autorisée à entrer auparavant. Si Élisabeth s'arrêtait trop longtemps, la voix de Victoria résonnait dans la maison, « Le temps ne doit pas être gaspillé.
Ton père maintenait l'ordre, je ferai de même. La maison autrefois accueillante ressemblait maintenant à un lieu de contrôle et de test silencieux qu'elle était destinée à échouer. Ses mouvements étaient surveillés avec une précision quasi militaire. Les amis qui frappaient à la porte se voyaient dire qu'Elisabeth était occupée ou se reposait, bien qu'elle fût souvent dans la pièce voisine à plier du linge ou à récurer le sol du couloir. Un après-midi, quand Elisabeth osa mentionner qu'elle voulait rendre visite à une camarade de classe, la réponse de Victoria fut cinglante. « Tu as des devoirs ici. » La loyauté commence à la maison. La nuit, Elisabeth restait allongée dans son lit, fixant le plafond, répétant des prières dans sa tête juste pour entendre une voix qui ne soit ni aiguë ni critique. Le rire qui résonnait autrefois dans les couloirs avait été remplacé par le cliquetis mesuré des talons de Victoria, un son qui la suivait comme une ombre. Elle apprit rapidement que dans ce nouvel ordre, le silence était plus sûr que l'explication, et l'obéissance était attendue avant la compréhension. La première fois qu'Elisabeth remarqua le cadenas, c'était un mardi matin. Le grand placard de la cuisine, autrefois rempli des pots de confiture et des boîtes de biscuits de son père, avait maintenant un petit cadenas en laiton suspendu au poignet. « Où est le sucre » demanda-t-elle sans réfléchir. Victoria ne leva pas les yeux de son journal. « Les produits de première nécessité sont pour des mains responsables, répondit-elle. Ce soir-là, le dîner se composa d'une petite assiette de pommes de terre bouillies, servie tiède. Le repas de Victoria, cependant, était du poulet rôti avec du pain beurré, pris dans la salle à manger, porte fermée. Les arômes s'infiltraient par les fentes, faisant se tordre l'estomac d'Elisabeth. Cela devint une routine. Les restes placés dans un bol ébréché, la meilleure nourriture cachée. Le vendredi, Victoria recevait des amis avec des festins élaborés fromage, pâtisserie, vin tandis qu'Elisabeth rapportait les plateaux vides à la cuisine, sa propre faim ignorée. Une nuit, alors qu'elle grattait tranquillement des miettes dans la poubelle, elle entendit un invité demander « La petite ne mange pas avec vous ?» Le rire de Victoria fut léger, mais teinté de moquerie. « Oh, elle va bien. Elle n'est pas du genre délicat. » Elisabeth sentit la chaleur lui monter au visage, mais garda la tête baissée, forçant ses mains à continuer de bouger. Plus tard, dans la faible lumière de sa chambre, elle murmura dans l'obscurité « Seigneur, tu as nourri 5000 personnes avec quelques pains. Je sais que tu me vois. » La pièce était silencieuse, mais elle choisit de croire que la réponse viendrait en son temps. Le jour où Victoria annonça qu'Elisabeth déménagerait à l'étage, l'air dans la maison semblait étrangement calme, comme si même les murs écoutaient. « J'ai décidé, » commença Victoria, se tenant dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, que la chambre de devant devrait être gardée prête pour les visiteurs. « Tu seras plus à l'aise à l'étage. » Elisabeth fronça les sourcils. Le grenier n'était guère plus qu'un espace de rangement avec une fenêtre étroite et des plafonds en pente. « Mais mes livres, mon bureau, » commença-t-elle, mais Victoria la coupa avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Tu es jeune. Tu t'adapteras. » Le déménagement eut lieu l'après-midi même. Le soir, les affaires d'Elisabeth étaient empilées soigneusement contre le mur du grenier, à côté de boîtes marquées « Divers » de l'écriture de son père. La seule chaleur venait d'un unique petit radiateur qui cliquetait en essayant de fonctionner, et l'unique ampoule projetait de longues ombres qui semblaient s'étirer vers elle comme des doigts froids. Elle s'assit sur le cadre de lit en fer, le mince matelas grinçant sous elle, et regarda le ciel nocturne par la petite fenêtre. Ce n'est que pour un temps, se chuchota-t-elle, bien que quelque chose au fond d'elle l'avertît que ce n'était pas le cas. La première semaine dans le grenier apporta un nouveau silence étrange. La nuit, elle pouvait entendre une faible musique et le tintement des verres venant d'en bas, étouffé par les couches de plancher. Le troisième soir, un coup sec à la porte du grenier la fit sursauter. Victoria apparut, tenant une couverture pliée. « Tiens, il fait froid ici. Mieux vaut te tenir au chaud pour ne pas tomber malade et me donner plus de travail, » dit-elle, sa voix dégoulinant d'une douceur presque moqueuse. Elisabeth la prit silencieusement, murmurant un merci qu'elle ne ressentait pas. La couverture sentait légèrement la naphtaline, et elle s'enveloppa dedans, se blottissant sur le lit avec la Bible de son père pressée contre sa poitrine. Le grenier devint à la fois une prison et un sanctuaire, un endroit où elle était cachée des regards, mais aussi où elle pouvait dire ses prières à voix haute sans craindre la moquerie. Elle apprit à tracer les constellations à travers la petite fenêtre, marquant le passage du temps non pas par les jours, mais par les changements dans le ciel. En bas, c'était le domaine de Victoria. Ici, se disait Elisabeth, le ciel l'entendait encore. Cela a commencé par de petites piques glissées dans les conversations de tous les jours,
du genre qui pourrait être pris pour de la taquinerie si elle n'était pas si acérée. « Tu crois vraiment qu'il t'écoute » dit Victoria un matin, alors qu'Elisabeth traversait la cuisine, portant un panier de linge. Dieu a de plus grandes préoccupations que les souhaits d'une petite fille. Elisabeth ne répondit pas, mais sa prise sur le panier se resserra. Au fil du temps, les remarques se firent plus audacieuses. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle polissait l'argenterie, elle entendit la voix de Victoria dériver de la salle à manger. Elle pense que prier changera sa vie, dit-elle à une visiteuse, les mots teintés de rire. C'est presque mignon, d'une manière pathétique. L'invitée gloussa poliment, inconsciente ou indifférente au fait qu'Elisabeth était à portée de voix. Cette nuit-là, Elisabeth s'agenouilla près de son lit et murmura « Seigneur, si seulement il te connaissait comme je te connais. » Mais sa voix tremblait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Un soir, la tension a débordé. Elisabeth balayait le couloir lorsque Victoria l'arrêta en plein mouvement. « Penses-tu honnêtement que la foi te nourrira ? T'habillera » demanda-t-elle, son ton à la fois incrédule et moqueur. Elisabeth hésita, le balai toujours entre ses mains. « Je pense, » commença-t-elle en choisissant soigneusement ses mots, « je pense que Dieu ne m'a jamais abandonné. » Les lèvres de Victoria se retroussèrent en un rictus. « Alors peut-être devrais-tu lui demander une meilleure chambre et un repas décent. Vois jusqu'où ça te mène. » Elle s'éloigna avant qu'Elisabeth ne puisse répondre, son parfum persistant dans l'air comme un invité indésirable. De nouveau seule, Elisabeth finit de balayer en silence, le bruit des poils contre le sol ressemblant presque au tic-tac d'une horloge comptant à rebours jusqu'à quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Elle se dit qu'elle ne laisserait pas ces mots s'installer dans son cœur, mais au fond d'elle, ils restaient comme des échardes qu'aucune prière ne pouvait entièrement retirer. La nuit du dîner arriva avec un tourbillon de verre qui s'entrechoque et l'odeur d'agneau rôti flottant dans la maison. Victoria avait ordonné à Elisabeth de porter une simple robe grise qui tombait maladroitement sur ses flancs, affirmant qu'elle convenait à quelqu'un, dans votre position. La salle à manger scintillait de verre en cristal et d'argenterie polie. Les invités arrivèrent en costume sur mesure et en robe de satin, leur rire remplissant chaque recoin. La tâche d'Elisabeth était simple, du moins c'est ce qu'on lui avait dit, servir les boissons et débarrasser les assiettes vides sans être remarquée. Pourtant, même en se déplaçant silencieusement, elle sentait les regards sur elle, la jaugeant comme une curiosité. À un moment donné, en remplissant le verre de vin d'un invité, elle surprit le regard de l'homme passer de ses chaussures usées à sa robe simple, son rictus caché derrière le bord de son verre. La véritable humiliation survint lorsqu'elle trébucha sur le coin d'un tapis, le plateau dans ses mains basculant juste assez pour qu'un verre tombe et se brise sur le parquet. La pièce se tut un instant avant qu'un éclat de rire n'éclate d'un bout de la table. « Attention, la bonne » lança quelqu'un, les mots plus tranchants que les éclats à ses pieds. Elisabeth se pencha pour ramasser les morceaux, les joues en feu. La voix de Victoria, douce et calculée, flotta au-dessus des rires. Toujours aussi maladroite, dit-elle sans prendre la peine de baisser le ton. Elisabeth garda le regard fixé sur le sol, balayant les fragments dans sa paume jusqu'à ce qu'ils lui mordent la peau. Quand elle s'échappa enfin dans la cuisine, elle pressa ses mains contre le comptoir froid, respirant lentement, se forçant à ne pas pleurer là où n'importe qui pourrait la voir. Dans le lointain étouffé, les rires reprirent, et elle sentit le poids d'être à la fois invisible et bien trop visible. L'invitation au récital d'hiver de l'école arriva dans une enveloppe de couleur crème, glissée dans la main d'Elisabeth par une camarade de classe avec un sourire plein d'espoir. C'était le seul événement de l'année où les élèves pouvaient inviter leur famille et partager une soirée de musique, de rire et de petits triomphes. Elisabeth hésita avant d'en parler à Victoria, s'attendant à moitié à un refus catégorique. Au lieu de cela, les yeux de Victoria s'illuminèrent d'une manière qui la troubla. « Tu peux y aller » dit-elle en prolongeant les mots comme si elle accordait un rare privilège, « et je te prêterai même quelque chose à porter. » Cet après-midi-là, elle sortit une robe bleue poudrée du fond de sa garde-robe, un peu démodée, mais toujours élégante. « Elle est peut-être un peu ample pour toi, mais on va s'arranger, » dit-elle en épinglant les épaules et en lissant la jupe. Elisabeth sentit une vague de gratitude prudente, s'imaginant, pour une fois, se fondre parmi ses pairs plutôt que de se démarquer pour les mauvaises raisons. La nuit du récital, Elisabeth descendit, la robe lui allant aussi parfaitement que Victoria l'avait promis. Elle attrapa son manteau, mais avant qu'elle ne puisse faire 2 pas, la main de Victoria s'abattit sur l'ourlet de la jupe. D'un coup sec, il y eut un bruit de déchirure, un son qui déchira le silence du couloir. « Oh, zut » dit Victoria, feignant la surprise, ses lèvres se courbant en un léger sourire.
Il semble que ce vieux tissu soit plus fragile que je ne le pensais. Tu ne peux pas sortir comme ça maintenant, n'est-ce pas? Le souffle d'Elisabeth se coupa. Tu pourrais le réparer, peut-être. Juste une petite couture. Mais Victoria se détournait déjà, jetant la robe déchirée dans le panier à linge. Tu me remercieras un jour de t'avoir épargné l'embarras d'avoir l'air bon marché. Elisabeth resta figée, son manteau toujours entre ses mains, l'horloge tournant vers l'événement qu'elle allait maintenant manquer entièrement. À l'étage, elle s'assit sur le bord de son lit, fixant l'espace vide où la robe avait été suspendue, ses mains jointes dans une prière silencieuse qui était à la fois une supplique et un défi. Au moment où le gel s'installa sur la ville, les journées d'Elisabeth avaient pris un rythme punitif. Avant le lever du soleil, elle était déjà dans la cour, allant chercher de l'eau à la pompe tandis que son souffle s'échappait devant elle comme une fumée pâle. Ses doigts, à vif à cause du froid, peinaient à saisir la hanse du seau, mais elle savait que s'arrêter signifiait prendre du retard, et prendre du retard signifiait que la voix aiguë de Victoria la traiterait d'inutile. Le poêle de la cuisine était toujours allumé pour le thé matinal de Victoria, mais on disait à Elisabeth de s'en passer. Ça forge le caractère, dit Victoria en voyant Elisabeth se frotter les mains pour les réchauffer. Les tâches ménagères s'étendaient d'un bout à l'autre de la journée, récurer les sols jusqu'à ce que ses genoux lui fassent mal, polir les cuivres qui ne brillaient qu'un instant avant que les empreintes de doigts ne les ternissent à nouveau, et laver les draps de lit entre lesquels elle ne dormirait jamais. Un matin particulièrement froid, alors qu'elle se penchait sur la bassine, Victoria apparut dans l'embrasure de la porte, une écharpe en soie drapée autour de son cou. « Tu as manqué une tache sur les escaliers hier » dit-elle en sirotant son thé. Elisabeth se mordit la lèvre, déterminée à ne pas répliquer. « Je le nettoierai après ça » répondit-elle tranquillement. « Tu vas le faire maintenant » insista Victoria, posant sa tasse sur le comptoir avec un clic. L'eau glacée piqua les mains d'Elisabeth alors qu'elle essorait le dernier vêtement et le mettait de côté avant de se dépêcher vers les escaliers. Chaque marche qu'elle frottait semblait lui voler la chaleur de ses os, mais elle continua jusqu'à ce que le bois brille. Quand elle se releva enfin, ses jambes tremblant d'être restées agenouillées trop longtemps, Victoria dit simplement « Voilà, ce n'était pas si difficile », et s'éloigna. Seule dans le couloir, Elisabeth pressa son dos contre le mur et inspira profondément, se disant que l'hiver n'était qu'une saison, et que les saisons finissaient toujours, même si celle-ci semblait ne jamais devoir se terminer. Cela s'est produit dans les heures calmes entre l'après-midi et le soir, quand la lumière de la maison prenait une teinte dorée et tamisée. Elisabeth époussetait les étagères du bureau, une pièce où elle était rarement autorisée à entrer, quand elle entendit des voix à travers la porte à demi ouverte du salon. Victoria était au téléphone, son ton sec, presque triomphant. « Oui, j'ai parlé à l'agent. Une fois les actions vendues, nous aurons plus qu'assez pour tout régler. » Non, Elisabeth ne sait rien. Elle est trop occupée à récurer les sols pour poser des questions. Les mots la figèrent sur place. Des actions? Les actions de son père? Elle avait toujours supposé qu'elles étaient en sécurité, intactes, faisant partie de l'héritage qu'il avait travaillé si dur à construire. Son cœur battait la chamade alors qu'elle reculait, veillant à ne pas faire grincer le plancher. Elle remit le plumeau à sa place, son esprit tourbillonnant. Ce soir-là, lors d'un maigre dîner de soupe claire, elle essaya de lire le visage de Victoria, mais l'expression de la femme était indéchiffrable. « Tu sembles silencieuse » remarqua Victoria, ses yeux se plissant légèrement. Elisabeth força un léger sourire. « Juste fatiguée » murmura-t-elle, ne voulant pas révéler ce qu'elle avait entendu. « Pas encore. » Plus tard, seule dans sa chambre mansardée, elle s'assit avec la montre à gousset que son père lui avait donnée, les initiales gravées captant la lumière de la lampe. Elle pouvait entendre sa voix dans sa mémoire, ne perds jamais de temps dans la peur. Mais la peur était là maintenant, une invitée indésirable qui refusait de partir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas arrêter Victoria seule, mais elle savait aussi que ne rien dire lui coûterait tout. Quelque part entre le tic-tac de la montre et le murmure du vent dehors, Elisabeth réalisa que quelque chose avait changé. La ligne entre l'endurance et l'abandon s'était amincie, et elle se tenait dangereusement près d'elle. La soirée de la grande réception d'hiver de Victoria commença avec l'arrivée de voitures noires élégantes et l'écho de rires qui semblaient appartenir à un autre monde. Elisabeth avait été assignée au rôle de serveuse silencieuse, portant les boissons et retirant les assiettes vides sans même un regard vers les invités. La salle à manger scintillait de la lueur des bougies, la longue table chargée de plats qui semblaient sortis d'un magazine. En entrant dans la pièce, équilibrant un plateau de verre en cristal, l'odeur de nourriture riche et de parfums chers l'enveloppa, lui rappelant le gouffre entre leurs mondes.
L'air était épais de conversations, de discussions sur des vacances à l'étranger, des ventes aux enchères d'art et des fusions d'entreprises, aucune n'ayant de place pour une jeune fille en robe simple. Cela s'est produit en un instant. Un talon s'est accroché au coin d'un tapis, projetant le plateau en avant dans un fracas de verre brisé. Le son fut assez vif pour interrompre chaque voix en pleine phrase. Un instant, personne ne bougea. Puis des rires éclatèrent, bas d'abord, puis montant, ponctués par quelqu'un qui marmonna, elle devrait être dans une cuisine, pas ici. Le visage d'Elisabeth brûlait alors qu'elle s'agenouillait pour ramasser les éclats, une piqûre lui mord dans la paume quand un morceau lui coupa la peau. La voix de Victoria coupa les rires comme une lame. Toujours aussi maladroite, dit-elle avec une clarté délibérée, ses yeux balayant la table comme pour inviter tout le monde à être d'accord. Elisabeth garda la tête baissée, le souffle court, priant pour que ses mains ne tremblent pas en emportant les morceaux brisés. Seule dans la cuisine, elle passa sa main coupée sous l'eau froide, le son de la gaieté de l'autre pièce se tordant en quelque chose de presque insupportable. Le coup de grâce de la nuit est tombé après que la plupart des invités se soient retirés au salon avec leurs brandis et leurs cigares. Elisabeth rangeait le couloir lorsque Victoria apparut, son visage figé dans un sourire qui ne correspondait pas à ses yeux. « Viens », dit-elle en lui faisant signe d'entrer dans le salon. À l'intérieur, les quelques invités restants étaient assis en cercle, leurs expressions curieuses. « Raconte-leur », dit Victoria en croisant les bras. Elisabeth cligna des yeux. « Leur raconter quoi ? Comment tu passes tes soirées à prier pour des miracles ?» répondit Victoria, son ton dégoulinant de moquerie. Quelques gloussements parcoururent la pièce. Elisabeth resta figée, son cœur martelant. « Je ne pense pas que ce soit, » commença-t-elle, mais la main de Victoria s'abattit, agrippant son bras avec une force surprenante. Dans un mouvement rapide et humiliant, Victoria la conduisit à la porte d'entrée, la projeta dans la nuit glaciale et la poussa sur le seuil. Les invités regardaient, certains ricanant, d'autres feignant l'indifférence. L'air froid frappa Elisabeth comme un mur. « Appelle ton Dieu pour te sauver maintenant », la voix de Victoria retentit, assez aiguë pour trancher la nuit. Puis la porte claqua, l'écho résonnant à ses oreilles longtemps après que le verrou se fût enclenché. Un instant, elle resta abasourdie sur le perron, son mince cardigan ne faisant pas le poids face au vent mordant. Chaque respiration s'échappait en nuages pâles alors qu'elle descendait du porche et s'engageait dans la rue vide. Le seul bruit était le craquement du givre sous ses chaussures et le murmure lointain des rires qui s'échappaient encore de l'intérieur. N'ayant nulle part où aller, elle se mit à marcher, chaque pas étant une supplique chuchotée. « Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas maintenant. » La rue s'étendait devant elle, longue et sombre sous la faible lueur des lampadaires. Elisabeth serra son cardigan, ses doigts raidis par le froid. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, son corps vidé par des heures de labeur et la piqûre de l'humiliation. Le vent la pressait comme une main invisible essayant de la repousser, mais elle continuait, son esprit trop plein pour remarquer la douleur dans ses jambes. Elle passa devant des boutiques fermées, leurs vitrines sombres reflétant sa petite silhouette solitaire, et des rangées de maisons qui brillaient chaleureusement de l'intérieur, rappel d'un confort qu'elle ne pouvait revendiquer. Le froid vif lui mordait les joues jusqu'à ce qu'elle brûle, mais ses pensées dérivèrent vers les mots de son père. La foi n'est pas pour les jours faciles. Ce soir, ces mots ressemblaient moins à un réconfort qu'à une épreuve qu'elle n'était pas sûre de pouvoir passer. Une rafale de vent apporta le son lointain des cloches de l'église, doux mais clair. Elle ralentit, fermant les yeux un instant. « Si tu es là, » murmura-t-elle dans l'obscurité, « j'ai juste. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule. » Rouvant les yeux, elle continua d'avancer, bien que la rue devant elle semblât interminable. Sa respiration devint superficielle, chaque inspiration vive contre l'air glacial. L'ourlet de sa robe s'accrocha à sa chaussure, la faisant presque trébucher, et elle se stabilisa contre un lampadaire. C'est alors qu'elle le vit, une grande silhouette dans un manteau noir, debout sous la prochaine flaque de lumière. Il ne bougeait pas, la regardait simplement avec une expression indéchiffrable. L'instinct lui dit de se retourner et de courir, mais quelque chose dans sa posture était différent, non pas menaçant, mais délibéré, comme s'il avait attendu. Son pouls s'accéléra. Elle fit un pas prudent en avant, et la voix de l'homme coupa le froid, l'appelant par son nom, pas seulement Elisabeth, mais Elisabeth Grace Parker, d'un ton qui la fit s'arrêter net. Son souffle se coupa au son de son nom complet, prononcé avec certitude, et non comme une question. L'homme s'avança dans le cercle de lumière, révélant des traits vifs mais calmes, ses cheveux sombres scintillant sous le lampadaire.
Il se déplaçait avec l'aisance de quelqu'un qui n'était pas perdu dans la nuit, quelqu'un qui était exactement là où il devait être. Elisabeth recula instinctivement. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblant plus de froid que de peur. « Je m'appelle Daniel Reeves » dit-il d'un ton égal, ses mains visibles, paumes ouvertes, comme pour prouver qu'il ne lui voulait aucun mal. « Je vous cherche depuis des mois. » Son ton portait un poids qui lui donna la chair de poule. « Pourquoi » demanda-t-elle, la méfiance resserrant sa prise sur son cardigan. Ses yeux s'adoucirent, sans pour autant perdre de leur concentration. « Parce que quelqu'un essaie de vous trouver. Quelqu'un qui se soucie de ce qui vous arrive. » L'esprit d'Elisabeth s'emballa. Personne ne se souciait de ce qui lui arrivait, du moins personne qui pourrait savoir où elle se trouvait ce soir. « Je pense que vous vous trompez, » dit-elle en jetant un coup d'œil vers la rue derrière lui. Daniel secoua lentement la tête. « Vous êtes la fille de Robert Parker. Il n'y a pas d'erreur. » Au son du nom de son père, quelque chose en elle changea. La façon dont il l'avait dit, comme si cela portait honneur et mémoire, tira sur une corde sensible dans sa poitrine qu'elle avait essayé de garder scellée. « Qui vous envoie » demanda-t-elle à nouveau. La réponse de Daniel fut mesurée. « Pas ici. Il fait froid, et vous êtes dehors depuis assez longtemps. Laissez-moi vous emmener quelque part au chaud, et je vous dirai tout. » La rue était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement d'un moteur de voiture au loin. Elisabeth hésita, partagée entre la méfiance et l'envie d'entendre ce qu'il avait à dire. Finalement, elle hocha la tête une fois, un petit mouvement qui changea le cours de tout ce qui suivit. Le café où Daniel la conduisit était presque vide, ses fenêtres embuées par la chaleur intérieure. Une serveuse versa du café sans demander, la vapeur s'élevant entre eux comme un mur fragile. Daniel sortit de son manteau une simple carte blanche et la posa sur la table. On pouvait y lire « Daniel Reeves, détective privé ». Elisabeth la fixa, ne sachant si elle devait la toucher. « J'ai été engagé » commença-t-il. « Par Charles Whitmore. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?» Les sourcils d'Elisabeth se froncèrent. « C'était l'associé de mon père » dit-elle lentement, des souvenirs de poignées de main polies lors d'inauguration de magasins lui revenant en mémoire. Daniel hocha la tête. « Après le décès de votre père, Charles a remarqué des choses qui ne collaient pas, des documents manquants, des comptes clôturés, des biens changeant de main trop rapidement. » Sa voix était calme, mais sous-jacente se trouvait une urgence, comme si chaque mot avait été choisi pour s'insérer dans un puzzle plus vaste qu'elle n'avait pas encore vu. Elisabeth garda les mains étroitement jointes sur ses genoux. « Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» Le regard de Daniel ne vacilla pas, tout. « Le patrimoine que votre père vous a laissé. Vous n'en avez pas vu un seul centime, n'est-ce pas ?» La question fut comme une lame froide s'enfonçant dans sa poitrine. Elle secoua faiblement la tête, la vérité trop évidente pour nécessiter des mots. « C'est parce que, continua-t-il en se penchant légèrement en avant, il vous a été pris, morceau par morceau. Et je peux le prouver. » Il sortit de sa mallette des photocopies de relevés bancaires, d'actes de propriété et de lettres avec des signatures qu'elle reconnaissait celles de sa belle-mère, audacieuse et inclinée sur la page. « Nous avons monté ce dossier discrètement, » dit Daniel à voix basse. « Mais nous ne pouvions pas avancer tant que nous ne vous avions pas trouvé. Sans vous, le tribunal ne peut pas récupérer ce qui vous revient. » Elisabeth traça du doigt les papiers, le poids de la trahison s'installant sur elle comme de la neige fraîche, froide, lourde et silencieuse. Daniel commença à exposer les preuves comme un professeur patient arrangeant ses leçons pour un élève, chaque page en révélant plus que la précédente. Il y avait des actes montrant que la boutique familiale avait été vendue à une société écran, pour être ensuite transférée au nom de Victoria. Il y avait des retraits, de grosses sommes, effectués quelques jours seulement après les funérailles de son père, accompagnés d'autorisations falsifiées. « Elle ne vous a pas seulement privé de ce qui vous revenait, » dit Daniel tranquillement. « Elle a vidé les comptes, pour qu'il ne reste plus rien à se disputer quand vous serez assez grande pour le réclamer. » Elisabeth sentit sa gorge se serrer. « Et l'entreprise de mon père, les employés, le travail qu'il a bâti ?» Les yeux de Daniel brillèrent d'un regret. Elle a tout liquidé, transformant les actifs en espèces aussi vite qu'elle le pouvait. Pendant un long moment, Elisabeth ne put parler. Son esprit rejouait les innombrables fois où Victoria lui avait dit qu'elle avait de la chance d'avoir un toit sur la tête, de vivre de sa générosité. Maintenant, l'amère vérité était mise à nu. Tout ce que Victoria prétendait lui donner lui avait été volé en premier lieu. « Pourquoi Charles s'en soucierait-il » demanda-t-elle finalement.
Daniel la regarda. Votre père l'a sauvé une fois, l'a sorti d'une mauvaise affaire qui l'aurait ruiné. Charles a juré de rembourser cette dette s'il le pouvait un jour. Ceci. C'est sa façon de le faire. Le tintement d'une tasse de café sur une table voisine la ramena au présent. Elle referma le dossier de documents et regarda Daniel. Alors, que se passe-t-il maintenant? Il ne s'y a pas, maintenant, nous décidons si vous êtes prête à vous battre. Ce ne sera pas facile, et elle essaiera de vous détruire au passage. Mais si vous êtes prête, nous pouvons gagner. Élisabeth se cala dans son siège, son pouls bruyant à ses oreilles, et réalisa qu'il ne s'agissait plus de survie. Il s'agissait de reprendre sa vie en main. Le café était devenu plus silencieux, le léger sifflement de la machine à café étant le seul son entre eux. Daniel se pencha légèrement en arrière, lui laissant de l'espace. « Élisabeth, je ne vais pas vous mettre la pression, dit-il, son ton ferme mais respectueux. Mais le temps joue contre nous. Chaque jour, elle déplace des actifs, rendant leur récupération plus difficile. » Les doigts d'Élisabeth tapotaient légèrement le bord du dossier qu'il lui avait donné. L'idée d'affronter Victoria, de se lancer dans une bataille publique, lui nouait l'estomac. « Si je fais ça, dit-elle prudemment, elle s'en prendra à moi plus durement que jamais. » Daniel ne le nia pas, oui, elle utilisera des mensonges, l'intimidation, tout ce qu'elle pourra. Mais la vérité est plus forte que ces manigances, si nous nous y tenons. Sa certitude calme était à la fois réconfortante et terrifiante. Elle pensa à la montre de son père qui tic-taquait dans sa poche, chaque battement lui rappelant que le silence avait aussi un coût. Elle leva les yeux pour croiser les siens. Si je renonce, que se passe-t-il? La mâchoire de Daniel se contracta. Alors elle gagne. Et pas seulement l'argent. Le nom de votre père, son travail, son héritage. Tout cela disparaît sous le sien. Élisabeth déglutit difficilement, sentant le poids d'une décision qui changerait le cours de sa vie. Elle prit une lente inspiration, entendant la voix de son père dans son esprit. Ne perds jamais de temps dans la peur. D'accord, dit-elle finalement, sa voix plus stable qu'elle ne le pensait. Je me battrai. Daniel hocha la tête une fois, comme s'il s'était attendu à sa réponse. Alors nous commençons immédiatement. Je vais organiser l'équipe juridique. Vous devrez rester dans un endroit sûr. Il fit glisser sa carte plus près. Appelez-moi si vous soupçonnez même d'être suivi ou observé. Alors qu'il sortait dans la nuit froide, Élisabeth réalisa que la peur était toujours là, mais maintenant elle était rejointe par autre chose. La résolution. L'enveloppe officielle arriva 2 semaines plus tard, son lourd seau captant la lumière du matin. Élisabeth était assise à la petite table de cuisine de la planque que Daniel avait arrangée, retournant la lettre entre ses mains avant de l'ouvrir. L'assignation était claire. Elle devait comparaître au tribunal contre Victoria Parker, défenderesse dans une affaire de fraude, de détournement de fonds et de saisie illégale d'actifs. Daniel se tenait près de la porte, son manteau jeté sur son bras. « C'est réel maintenant, dit-il simplement. » Élisabeth hocha la tête, traçant du pouce les lettres en relief. La pensée d'entrer dans une salle d'audience où Victoria serait assise à quelques mètres d'elle lui donnait des frissons. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le jour de l'audience, les marches du palais de justice semblaient plus hautes qu'elles n'auraient dû. À l'intérieur, l'air était feutré, les murs chargés du poids de décennies de jugement et d'histoire. Quand Élisabeth entra dans la salle d'audience, Victoria était déjà assise à la table de la défense, portant un tailleur et un léger sourire qui ne cachait pas la lueur de surprise dans ses yeux. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde avant que Victoria ne détourne les yeux, chuchotant quelque chose à son avocat. Daniel se pencha près d'Élisabeth. « Reste calme. Tu n'es pas là pour jouer à ces jeux. Tu es là pour dire la vérité. » Alors que le juge entrait et que l'huissier appelait la salle à l'ordre, Élisabeth sentit la gravité de chaque perdieu sur elle. Ce n'était pas seulement son héritage qui était en jeu, c'était la mémoire de son père. Les premières heures de la procédure furent un tourbillon de déclarations et de termes juridiques qu'Élisabeth comprenait à peine. L'avocat de Victoria la dépeignit comme une pupille ingrate, affirmant qu'on lui avait fourni un abri, des vêtements et des soins depuis la mort de son père. « Ma cliente a agi dans son meilleur intérêt, dit-il, sa voix portant la confiance répétée de quelqu'un habitué à tordre les récits. Les mains d'Élisabeth se crispèrent sous la table, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle voulait se lever et crier la vérité, mais un léger signe de tête de Daniel lui rappela d'attendre. Puis Victoria fut appelée à la barre.
Elle parla avec une précision posée, affirmant qu'Elisabeth n'avait aucune connaissance des finances et aurait dilapidé tous les biens qui lui auraient été laissés. Elle avait besoin de conseils, dit Victoria doucement, et je les lui ai fournis au prix d'un grand sacrifice personnel. Lorsque le juge autorisa le contre-interrogatoire, le principal avocat de Daniel, Maître Grave, se leva lentement. Ses questions étaient calmes et délibérées, chacune poussant Victoria vers des contradictions. Vous dites que vous avez subvenu à ses besoins, commença-t-il, pourtant, les relevés bancaires montrent des retraits constants du patrimoine vers vos comptes personnels. Le sourire de Victoria ne faiblit pas, mais sa voix se tendit. C'était pour couvrir les dépenses du ménage. Grave brandit un relevé, incluant des achats de luxe à Paris et à Rome. Un murmure parcourut la salle. Elisabeth garda son regard fixe, refusant de laisser Victoria voir sa satisfaction. Au moment où la séance fut ajournée, il était clair que la façade commençait à se fissurer. Dehors, Daniel lui toucha l'épaule. Elle est acculée, mais elle ne se laissera pas faire sans se battre. Demain, ce sera plus dur. Elisabeth hocha la tête, sachant que ce n'était que le premier round d'une bataille qui mettrait à l'épreuve chaque once de force qui lui restait. Le matin où Elisabeth fut appelée à témoigner, l'air dans la salle d'audience semblait différent, chargé, comme si tout le monde pouvait sentir le poids de ce qui allait se passer. Elle s'avança vers la barre des témoins, les paumes humides contre la rambarde en bois poli. La voix du greffier était stable alors qu'elle récitait le serment, et la propre voix d'Elisabeth trembla légèrement en jurant de dire la vérité. Du coin de l'œil, elle vit Victoria la regarder, le menton levé dans une posture de défi silencieux. Maître Grave s'approcha avec un hochement de tête respectueux, sa voix douce mais claire. « Mademoiselle Parker, pourriez-vous raconter au tribunal votre vie après le décès de votre père ?» Elisabeth inspira profondément, se stabilisant. Elle commença par le début, le déménagement au grenier, ses repas réduits à des restes, sa scolarité interrompue sans explication. Ces mots étaient simples, mais la vérité qu'ils contenaient fit que la salle se pencha pour l'écouter. Quand Grave lui demanda comment elle avait découvert la vérité sur le patrimoine, elle parla de sa rencontre avec Daniel Rives cette nuit glaciale. « Je ne savais pas que quelqu'un se souciait encore, » admit-elle, sa voix se brisant pour la première fois. Elle décrivit avoir vu les documents, les relevés bancaires, les signatures. En parlant, elle jeta un coup d'œil au juge qui écoutait attentivement. « Avez-vous déjà donné la permission que les fonds du patrimoine soient transférés sur les comptes de Madame Parker ?» demanda Grave. « Non, » dit fermement Elisabeth, sa voix retrouvant sa force. « Mon père lui faisait confiance, et moi aussi. Elle nous a trahis tous les deux. » Un murmure parcourut les spectateurs, mais Elisabeth garda son regard droit devant elle. Lorsqu'elle termina son témoignage, elle descendit de la barre, les épaules plus droites qu'à son arrivée. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que sa propre voix comptait. Le jour suivant, Grave commença avec une pile de documents de la taille d'une petite tour. « Votre honneur, dit-il, ce sont les relevés bancaires et les registres de transactions que nous avons obtenus par assignation. » Il commença à les exposer un par un, chaque page affichée sur un grand écran pour que le tribunal puisse voir. Des transferts de montants stupéfiants du patrimoine de Robert Parker vers des comptes au nom de Victoria apparurent en rangées nettes et accablantes. « Remarquez le calendrier, » souligna Grave. Plusieurs de ces transferts ont eu lieu quelques jours seulement après les funérailles de M. Parker. L'expression du juge se durcit. Elisabeth resta assise, les mains jointes sur ses genoux, tandis que la salle absorbait l'ampleur du vol. Un relevé particulier provoqua des exclamations audibles, un seul retrait assez important pour acheter une propriété entière, maintenant enregistrée au nom personnel de Victoria. Lorsqu'on lui demanda de s'expliquer, Victoria se pencha vers le microphone, la voix sèche. Ces fonds étaient un cadeau. Robert voulait que je sois en sécurité. Grave ne sia pas. Alors pourquoi les dissimuler dans des comptes enregistrés à une fausse adresse? Le visage de Victoria pâlit légèrement. Daniel se pencha vers Elisabeth et murmura, c'est là que son histoire s'effondre. Grave insista, produisant les registres d'un compte à l'étranger que Victoria n'avait pas déclaré. Votre honneur, dit-il, nous pensons qu'il y a des fonds supplémentaires cachés à l'étranger, hors de portée d'un audit standard. L'attention dans la salle était palpable, du genre qui rend chaque respiration plus forte. Pour Elisabeth, c'était un étrange mélange de justification et d'incrédulité. Des années de souffrance silencieuse maintenant mises à nu par de l'encre et des chiffres que personne ne pouvait nier. Au moment où Victoria retourna à la barre pour le contre-interrogatoire, l'atmosphère était lourde d'anticipation.
Grave s'approcha lentement, son ton poli mais inflexible. Madame Parker, vous avez affirmé plus tôt que ces transferts étaient pour les dépenses du ménage. Considéreriez-vous les séjours dans des hôtels de luxe et les achats de bijoux privés comme faisant partie de ces dépenses? Les lèvres de Victoria se pincèrent en une fine ligne. Je mérite le confort, dit-elle. Grave pencha la tête. Au détriment du bien-être de votre belle-fille? Un murmure parcourut la galerie. Elisabeth regarda le sang-froid de Victoria commencer à se fissurer, ses mains se resserrant sur le bord de la barre des témoins. Quand Grave produisit une dernière pièce à conviction, l'enregistrement téléphonique entre Victoria et un agent immobilier discutant de la vente des actions de Robert Parker sans la connaissance d'Elisabeth, son masque glissa entièrement. J'en avais parfaitement le droit, s'emporta Victoria, sa voix s'élevant. Elle aurait tout gaspillé. Le marteau du juge frappa sèchement. Maîtrisez-vous, Madame Parker. Mais Victoria se pencha en avant, lançant un regard furieux à Elisabeth. Tu crois que tu as gagné quelque chose? Tu n'es rien sans moi. L'explosion resta en suspens dans l'air, son propre avocat posant une main sur son bras dans une tentative futile de la calmer. Grave se contenta de reculer, laissant le silence parler. Le juge prenait des notes avec un soin délibéré, son expression indéchiffrable. Elisabeth expira lentement, réalisant que c'était plus qu'une simple preuve. C'était la preuve de qui était vraiment Victoria, une fois dépouillée de sa façade soignée. Quel que soit le verdict, ce moment avait déjà changé la donne. Le dernier jour au tribunal arriva avec une tension si épaisse qu'elle semblait s'accrocher à l'air même. Elisabeth était assise à la table du plaignant, les mains étroitement jointes, les yeux fixés sur le juge qui feuilletait les dossiers devant lui. La galerie était exceptionnellement pleine, des journalistes, des citadins curieux, même quelques anciennes connaissances de Robert Parker. Quand le marteau retentit, le murmure des voix cessa instantanément. La voix du juge était calme, mais ferme alors qu'il commençait. Après examen des preuves présentées, ce tribunal se prononce en faveur de la plaignante, Elizabeth Grace Parker. Un instant, les mots parurent irréels, suspendus dans le silence avant de s'imposer pleinement. Tous les actifs appartenant au patrimoine de Robert Parker doivent être restitués à son héritière légitime. La défenderesse, Victoria Parker, est condamnée à rembourser tous les fonds détournés et à renoncer à toute propriété obtenue par le biais du patrimoine. Une inspiration collective parcourut la salle. Elisabeth osa jeter un coup d'œil vers Victoria. Sa belle-mère était assise, figée, le verdict déferlant sur elle comme une vague qu'elle ne pouvait combattre. Il n'y avait aucune lueur de remords, seulement une mâchoire qui se crispait alors qu'elle rassemblait ses affaires. Le juge ajouta « L'audience est levée » et frappa le marteau une dernière fois. Les genoux d'Elisabeth semblaient instables alors qu'elle se levait, Daniel à ses côtés. « C'est fini », dit-il doucement, bien qu'elle sût que les cicatrices du combat resteraient bien plus longtemps que les applaudissements de ce moment. Dehors, l'air était vif et lumineux, le soleil se reflétant sur les marches du palais de justice. Une petite foule s'était rassemblée, certains offrant de discrètes félicitations, d'autres simplement curieux de voir la jeune femme qui avait tenu bon. Elle serra la main de Daniel avec ses deux mains. « Merci », murmura-t-elle, le pensant de tout son cœur. La clé tourna dans la serrure avec un son qui semblait à la fois étranger et familier. Elisabeth entra dans la maison qu'elle avait autrefois connue, ses pas résonnant sur le sol poli. L'odeur était différente, légèrement stérile par manque d'utilisation, mais l'âme du lieu restait la même. Elle se déplaça lentement à travers les pièces, touchant les bords des meubles que son père avait choisis, faisant glisser ses doigts le long de la rampe qu'il avait lui-même construite. Dans le salon, la lumière du soleil se déversait par les hautes fenêtres, illuminant des grains de poussière qui flottaient comme de minuscules spectres du passé. Elle posa son sac et resta immobile, écoutant. Le silence oppressant qui avait marqué le règne de Victoria avait disparu, remplacé par un calme doux, presque sacré. Elle se dirigea vers le centre de la pièce et s'agenouilla, ses genoux s'enfonçant dans le tapis dont elle se souvenait depuis son enfance. Fermant les yeux, elle murmura « Merci de m'avoir ramené ». Sa voix vacilla, mais il n'y avait plus de chagrin, seulement du soulagement. Elle resta là plusieurs minutes, laissant la paix s'installer sur elle comme une couverture. En se relevant, elle commença à ouvrir les fenêtres une par une, laissant l'air vif de l'après-midi balayer la maison. Elle imagina son père debout dans l'embrasure de la porte, souriant à cette vue. « Nous sommes à la maison, papa » dit-elle à voix haute, les mots se brisant en un petit rire. À ce moment-là, elle sut que cette maison ne serait plus jamais un lieu de peur. Ce serait un lieu de restauration,
où chaque pièce se souviendrait de la gentillesse au lieu de la cruauté. Les semaines qui suivirent furent remplies d'une reconstruction minutieuse. Charles Whitmore arriva un matin frais, son manteau saupoudré de givre, et lui tendit la main. « Ton père serait fier », dit-il simplement. Ensemble, ils parcoururent les bureaux de Parker et Whitmore, l'entreprise que son père avait nourrie pendant des décennies. Le personnel l'accueillit chaleureusement, certains avec soulagement, d'autres avec des larmes aux yeux. Elizabeth écouta Charles décrire les opérations en cours, expliquant où l'ingérence de Victoria avait laissé des lacunes. « Il nous faudra du temps pour nous en remettre, admit-il, mais avec toi ici, je sais que nous pouvons y arriver. » Elle hocha la tête, la détermination grandissant dans sa poitrine. Elle commença à participer aux décisions, apprenant les détails des contrats et rencontrant les fournisseurs en qui son père avait confiance. Le travail était exigeant, mais il était différent des corvées qu'elle avait endurées sous Victoria. Il avait un but, chaque tâche étant un pas vers quelque chose de plus grand. Un après-midi, alors qu'elle signait un accord important, elle s'arrêta, traçant les lettres d'un air pensif. « C'est étrange, dit-elle à Charles, de voir mon nom ici. Comme si j'étais enfin entré dans la vie qu'il voulait pour moi. » Charles sourit. « Non, c'est la vie pour laquelle tu t'es battu. » Ce soir-là, elle rentra chez elle à pied par les rues calmes, l'air hivernal frais, mais plus mordant. Dans sa poche, la montre de son père tic-taquait régulièrement, son rythme n'étant plus un rappel du temps perdu, mais du temps reconquis. Le jour où elle décida de se rendre au cimetière, le ciel était peint de nuances d'or et de rose, le genre de coucher de soleil qui semble s'attarder juste pour le plaisir d'être admiré. Elizabeth parcourut lentement le chemin familier, ses pas crissant sur le gravier, l'air froid et vif contre ses joues. Dans ses mains, elle tenait un bouquet de lys blanc frais, les préférés de son père. Le portail en fer forgé grinça doucement alors qu'elle le poussait, l'odeur de la terre humide se mêlant au léger parfum des fleurs. Elle suivit l'allée jusqu'à la pierre tombale marquée « Robert Parker ». La vue de son nom gravé dans la pierre avait encore le pouvoir de lui couper le souffle. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de lourdeur l'oppressant, seulement une révérence tranquille. S'agenouillant, elle déposa délicatement les lys contre la base et écarta une feuille égarée de l'inscription. Elle resta là un long moment, lui parlant comme s'il pouvait l'entendre. « Tout est en sécurité maintenant, dit-elle doucement. Tout ce pour quoi tu as travaillé, tout ce que tu voulais pour moi, je m'en occupe. » Une brise se leva, portant l'odeur de pin des arbres voisins. « J'aurais aimé que tu vois ça, papa. J'aurais aimé que tu me vois me battre pour nous. » Elle sourit faiblement, le coin de ses yeux humides. Le soleil couchant descendit plus bas, projetant de longues ombres qui s'étiraient sur le sol. En se relevant, elle pressa sa paume contre la pierre froide une dernière fois. « Je vais faire en sorte que ce nom de famille signifie à nouveau quelque chose de bien, promit-elle. Alors qu'elle retournait vers le portail, le vent changea, lui caressant le visage d'une manière qui ressemblait presque à une main s'y posant un instant. Une bénédiction, ou peut-être une réponse. Ce soir-là, Elizabeth se tenait sur le balcon de sa maison restaurée, les lumières de la ville s'étendant devant elle comme des constellations ramenées sur terre. L'air était frais, mais il n'avait rien du froid mordant qu'elle avait connu la nuit où elle avait été jetée dehors. S'appuyant sur la balustrade, elle laissa son regard voyager vers les étoiles. Le souvenir de ce moment, la porte ouverte, le vent froid, la voix de Victoria résonnant d'une finalité cruelle lui revint sans crier gare. « Appelle ton Dieu pour te sauver maintenant. » Autrefois, ces mots l'avaient transpercée comme une lame, la laissant tremblante dans le noir. Maintenant, ils sonnaient différemment. Ils avaient été le défi qui l'avait forcée à s'accrocher quand tout le reste lui avait échappé. Elle murmura dans la nuit silencieuse, « Tu m'as sauvé, Seigneur. Chaque pas, chaque souffle, je le vois maintenant. » Le tic-tac régulier de la montre de son père dans sa poche semblait faire écho à cette vérité. Elle pensa à la chambre mansardée, au placard verrouillé, au matin froid, et réalisa qu'il n'avait plus le pouvoir de la définir. Au lieu de cela, il témoignait de ce qu'elle avait enduré et surmonté. Quelque part au fond d'elle, la jeune fille effrayée qui avait marché seule dans les rues gelées avait été remplacée par une femme qui pouvait se tenir fermement dans sa propre vie. Se retournant vers les portes ouvertes de sa maison, elle sourit. Les pièces étaient remplies de chaleur, celle qui ne venait ni du feu ni de la lumière, mais d'une paix durement gagnée. Et en entrant, refermant doucement la porte derrière elle, elle emporta avec elle la certitude qu'aucune voix, aussi forte ou cruelle soit-elle, ne pourrait plus jamais ébranler les fondations de la foi qui l'avait amenée jusqu'ici. Voici le verset biblique de l'histoire, « L'Éternel combattra pour vous, et vous,
gardez le silence. Exode 14h14, morale de l'histoire, la vraie foi ne se prouve pas dans le confort, mais dans l'adversité. Peu importe la profondeur de la trahison ou la longueur de la nuit, ayez confiance en la justice de Dieu. Ceux qui complotent dans les ténèbres seront finalement exposés par la lumière, et celui qui s'accroche dans une foi silencieuse verra une restauration au-delà de ce qui a été perdu. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.